Là-bas. Et non, récemment, on dirait qu'il se passe des choses. Comme je fais partie un peu d'une ancienne école à Nice, je me méfie un peu il se passe des choses en ce moment. Je suis ravi pour Hyphen, je suis ravi pour Gravejoy, qui était avant Quadricolor et qui était déjà très bon. Apparemment, il y en a plein d'autres. Moi, je suis plus trop là-bas, donc je le sais, mais je me méfie un peu, puisque moi, j'ai connu une époque où il y avait Chinaski, il y avait qui est toujours là d'ailleurs, hein, il y en a un paquet, My Diet Pill, il y avait tout le temps, il y avait les faits à l'époque qui avaient été remarqués et tout ça. Je pense que c'est plus dans le développement et dans la confrontation avec le monde extérieur, en tout cas avec ce qui se passe en dehors de la côte, que ça peut être problématique. Mais des groupes niçois, il y en a toujours eu, et de très grande qualité, hein. Vraiment, il y a toujours eu. Moi, j'ai toujours connu des groupes jusque dans les années 80 où j'étais gamin et où ma soeur allait voir. Il y avait les Space Cake et compagnie, des groupes qui allaient jouer dans des salles, mais il se passait déjà des choses, hein. Après, le fait est que Nice est un peu isolé du reste du monde et qu'il y a un peu une culture de l'indé, tu vois, de l'indé. Et si tu vends des disques, c'est qu'à un moment t'as baissé ton froc, et du coup il y a une cassure à cet endroit-là qui fait qu'il y a beaucoup de groupes qui meurent dans l'œuf pour pas réussir à franchir ça. Et il y en a eu plein, hein. Il y a eu à l'époque du néo-metal, il y avait Jean-Paul Trash, Mensaïak, qui étaient des groupes vraiment talentueux, et il y a un moment ça s'est pas fait, le petit truc qui aurait pu faire que, mais c'était des groupes qui étaient largement au-dessus du niveau d'autres groupes qui ont percé à l'époque. Ouais. À l'époque d'Amadeus, oui, il s'est passé des choses, c'est vrai, mais pareil, on a été totalement. C'est aussi pour ça que j'ai cette vision avec un peu de recul, hein, comme dit Schopenhauer, je parle avec l'autorité de l'échec. Bah, tu l'as pas vu venir, ça? Non. Hein. Et donc c'est vraiment, je vois très clairement les choses qui peuvent se passer à Nice. C'est vrai qu'il y a eu ce truc-là qui s'est passé avec Amadeus. On a eu, c'est vraiment ça. Il y avait ce qu'il fallait. Il y avait ce qu'il fallait pour que ça prenne. Ça n'a pas pris. Il y a eu des raisons humaines de ma part, de la part d'autres gens, enfin plein de choses qui ont fait qu'avec le recul, bah voilà, ça n'a pas pris. Mais effectivement, au bout d'un certain temps, ça a été vraiment des hauts débats, hein, avec Amadeus. C'est-à-dire qu'on faisait vraiment partie d'une scène. Vraiment, on était vraiment dans la scène française, la scène rock française du début des années 2000. On était en plein dedans. Et il y a eu des hauts débats, des moments où ça marchait, des moments où on était au fond du seau. Et jusqu'au moment où je me suis décidé à monter à Paris. Donc ça devait être en 2009, peut-être ouais, 2009 ou 2008, fin 2008 ou 2009. Et je me suis décidé à monter à Paris. Et effectivement, comme le groupe, au début, pour essayer de développer le groupe sur Paris, ça n'a pas pris non plus. Ça n'a pas pris comme il le fallait. Mais en même temps, donc le groupe s'est un peu décanté. J'avais pas forcément envie de lâcher le travail que j'avais fait, le travail qu'on avait fait, même si c'est des gens qui après sont partis sur d'autres choses. J'avais pas du tout envie de lâcher ça, donc j'ai fait une autre proposition à la base de duo avec le batteur de l'époque. Jean-Sarah, tu dis que ça n'a pas pris. Oui. Est-ce que tu sais pourquoi, rétrospectivement, ça n'a pas pris? Oui, enfin, bon, après, il n'y a pas je pense pas qu'il y ait de recette miracle, hein, sinon il suffirait d'avoir l'expérience pour que ça cartonne tout de suite. Mais non, je pense tout simplement qu'il y a une mentalité du Sud qui fait qu'on a certains blocages, qui font que confrontés à cette réalité du terrain, c'est-à-dire, je vais dire parisienne parce que en France, beaucoup de choses passent par Paris, en tout cas sur le plan musical, voilà. Mais par rapport au reste de la France, il y a un truc qui est un peu clivé comme ça, et il y a peu d'artistes qui réussissent à passer ce cap-là. C'est-à-dire, il y a un moment, il faut se mettre en danger et arrêter d'être justement des stars dans sa zone, et puis se confronter à ce qui se passe à l'extérieur. Et en général, ce qui est difficile avec le Sud, c'est que quand tu passes ce cap-là, t'es plus vraiment un artiste niçois. Et tu vois. Et alors,
paradoxalement, il y en a qui ont très bien réussi ça, comme donc Ifen et Griffjoy, qui eux ont vraiment réussi leur truc. C'est-à-dire qu'ils ont fait ce qu'ils voulaient à Nice. Griffjoy, bon, ils l'ont fait sous Quadricolor, mais c'était ça. Ils se sont fait connaître à Nice comme ça. Puis petit à petit, ils ont été un coup à droite, un coup à gauche, un coup ici, un coup là. Ils ont commencé à s'exporter un peu partout en France. Ça a pris plus de temps que d'autres groupes, mais à un moment, ça a pris. Ils ont fait les choix qu'il fallait au moment où il fallait. Et puis voilà. Et Ifen, je crois qu'ils ont vraiment pas. Enfin, alors, je suis pas certain, mais il me semble qu'ils n'ont pas énormément joué dans le Sud. Ils viennent tous de là-bas et ils le revendiquent, mais en soi, ils ont joué partout avant de jouer. Enfin, je les ai vus il y a X temps en première partie de Superbus. C'est hors sujet, c'était une de leurs premières dates, je me rappelle. Et j'avais trouvé ça très très fort. Et après, voilà, ils sont. Donc c'est des groupes qui ont un peu cette vocation-là. Et donc, tu as essayé de monter Oui, donc je suis monté à Paris justement pour me confronter à ça. Bon, puis le projet Amadeus, c'était aussi à bout de souffle. Hein, donc on avait vraiment fait le tour de la question, on avait changé ce qui avait changé. Et puis bon, le fait est que ça fonctionnait plus. Et puis voilà, il n'y avait plus peut-être l'envie qu'il fallait. En tout cas, il fallait se renouveler. Le batteur, donc Nico, est resté avec moi à ce moment-là. On a continué de monter ce projet de duo. Alors on a essayé d'abord de se dire on va peut-être garder Amadeus mais à deux, etc. etc. Et puis notre éditeur nous a dit bon écoute, quitte à changer, tu vois, quitte à reprendre un truc de zéro, prends un truc de zéro, prends le temps, prends 6 mois si tu veux, mets-toi dans ton coin, réfléchis, pense à ce que tu vas faire. Et voilà. À cette époque-là, j'ai vu donc à Paris beaucoup de concerts, un maximum. Et je me suis rendu compte que tout ce qui fonctionnait, c'était ce qui était très sincère. C'est-à-dire que les bébés brunes, après, bon, peu importe ce qu'on en pense, moi je suis assez fan du truc, mais bon, mais les bébés brunes, c'est vraiment des mecs qui écoutaient les Stones quand ils étaient gosses, même si c'était des trucs de leurs parents et qu'ils ont grandi avec des trucs qui sont pour nous des hérésies, mais bon, ils ont cette fibre rock qui est là, et ils l'ont exprimé, et il y a eu un truc. Le problème, c'était que Nico à l'époque et moi, on vient d'une génération où moi, j'écoutais pas les Stones, quoi. Moi, les premiers disques que j'ai écoutés, c'était les disques des dessins animés de Dorothée à l'époque et des trucs comme ça. Donc des trucs années 80, mais clichés à mort. Donc c'était tout ce que les années 80 ont fait de pire. C'est ce qui a été cette confrontation-là. À partir de là, on avait ça et on s'est cherché un certain temps. On n'arrivait pas à voir qu'est-ce qui allait être intéressant. Et puis à partir de là, je me suis mis en recherche d'un réalisateur parce qu'on avait les idées, mais moi je venais d'un groupe où le concept c'était d'arriver avec une guitare, de la brancher dans le premier ampli qui arrivait et puis d'envoyer la sauce, et puis on arrivait à un truc avec des machines, des sons électroniques qui étaient hyper nouveaux pour moi et pour nous. Et on s'est mis en recherche d'un réalisateur. Ça a été très dur, jusqu'à ce qu'une amie à nous, donc Céline Mastrorelli, qui est une canoise qui a fait carrière, qui fait de la chanson. Qui fait de la chanson, voilà. Non, mais au niveau de son actualité, c'est pour ça que c'est compliqué. Mais bon, qui à ce moment-là faisait ça, m'a dit à écouter les maquettes que j'avais fait, qui étaient vraiment à l'arrache, mais bon, qui avait un petit truc. Mais je connais un mec qui a connu les années 80, qui pourra réaliser, etc. Par contre, il a un peu rangé des voitures, voir en tout cas, il pourra te donner son avis, savoir si c'est crédible ou pas. Et donc moi, je suis arrivé avec ces éléments-là auprès de Jacques, puisque c'était donc Jacques. Il y a eu une alchimie qui s'est passée assez rapidement, dans le sens où lui, il me racontera après, mais effectivement, il était un peu rangé du truc, mais bon, ça l'a fait marrer, il a pris plaisir à le faire. On a commencé à essayer de faire des morceaux, à avancer comme ça, mais le deal de Jacques, c'était moi je fais ça, pas de souci, je vous rends service, ça me fait marrer, c'est cool et tout ça, mais je fais ça dans l'ombre. C'est pas moi, quoi. Voilà. Donc du coup, on a continué comme ça, on a fait quelques dates à l'époque en commençant à faire ça, et effectivement, Jacques a amené des influences 80
qui étaient très différentes des miennes. Et c'est ça qui est intéressant dans le projet, c'est que outre nos parcours musicaux qui sont complètement différents, c'est que moi j'ai connu les années 80 avec les yeux d'un gamin de 10 ans, et Jacques les a vus avec les yeux d'un mec qui avait 25 ans et qui était en soi pop star en plus. Donc qui était à ça, et en plus dans un contexte un peu particulier, puisque les influences qu'il avait allaient beaucoup plus vers des trucs très dark, new wave, gothique, tout ça, plutôt que vers cette pop très radio. Moi je sais que les trucs qui me parlent le plus dans les années 80, c'est les compiles avec des gros ridicules dessus, tu sais. Moi c'est ça qui me parle. Moi c'est ça qui me parle. Mais effectivement, c'était impossible de se lancer dans un projet comme Super Popcorn en ayant ça comme figure de proue, quoi. C'était pas possible, parce que sinon c'était la blague absolue du premier coup. Et ce qui a été intéressant, ça a été de trouver le compromis entre sa vision et la mienne, c'est-à-dire d'utiliser des codes qui sont universels, c'est-à-dire qu'il y a certains sons de clavier, certains délires de chansons, construction de chansons qui parlent tout de suite à l'inconscient collectif, et même aux gens qui n'ont pas connu les années 80, donc il y avait de ça, et en même temps d'aller chercher des références plus pointues du côté d'autres références que Jacques citera mieux que moi tout à l'heure, mais effectivement il m'a fait découvrir des artistes de l'époque que moi je ne connaissais pas, et comme Divo par exemple, et d'aller chercher donc ces références là, et les choses se sont parfaitement emboîtées, puisque moi personnellement mon cheval de bataille dans la musique, ça a toujours été, alors très modestement, mais de réconcilier un peu ces trucs là, en tout cas de mal vivre le côté d'un côté tu as la musique crédible et underground, et de l'autre côté tu as la musique pas crédible et populaire. Or aujourd'hui, quand tu as un mec comme Stromae qui cartonne et qui est autant encensé par les un-rock que passé dans les campings, c'est super, tu vois. Moi je trouve ça génial que des mecs qui arrivent. Donc c'est que c'est faisable, et c'est qu'il y a un créneau comme ça. Donc d'une façon beaucoup plus modeste bien évidemment, mais c'est une vision qui me plaît, de réconcilier ça, d'avoir ce côté-là qui est c'est pas parce que tu fais quelque chose qui est universel et qui parle à tout le monde et que tu vises le côté populaire, si tu veux, que ça te permet, que tu peux te permettre d'enlever le sens. Tu peux proposer de la qualité en la rendant accessible. Le mot Super Popcorn, enfin le nom il a été choisi déjà par rapport au morceau, c'est donc voilà, que tout le monde connaît. Qui est une reprise qui date de 69 par Hot Butter, et qui a été le premier morceau d'électro à vocation populaire. C'est-à-dire qu'il y avait de l'électro bien avant, mais c'était très space, hein. C'était des trucs de hippie qui planaient, des morceaux qui duraient 12 heures, voilà. Donc ça a été le premier tube à vocation populaire électronique. Ça a été... Après, donc le super, on l'a rajouté parce que ça avait un côté un peu geek. Tu sais, dans les années 80, tu avais dès qu'il y avait un jeu vidéo qui marchait, ils faisaient le 2, et puis après ils faisaient bon, mais on va faire super Pac-Man, super machin. Ça semblait un peu rigolo et cohérent comme ça. Mais c'est vrai que la vocation du projet, c'est ça, c'est d'avoir on est assez désinhibé à ce niveau-là, c'est-à-dire que c'est ouais, enfin tu vois, on essaye de faire de la qualité, on se donne du mal pour aller chercher des références vraiment cool, et c'est justement, on va chercher quelque chose de très pointu, mais on lui donne une forme très accessible, et enfin on essaye d'aller dans ce sens-là. Et donc on a rencontré Jacques comme ça, j'ai commencé à travailler avec lui sur ses morceaux sur Super Popcorn. Nico lui restait à Nice, montait pour les concerts, etc., etc. Ça a commencé à prendre tout doucement, on a sorti un premier EP plutôt cool. Qui est sorti chez qui ? Chez personne. Donc vous avez fait comment On l'a enregistré chez Jacques, avec Jacques. Et pour le distribuer, à la fin des concerts, des quelques concerts qu'il y a eu, sur le net, etc. On avait fait un truc assez chouette, mais on l'a enregistré avec Jacques et on l'a composé Jacques et moi. Nico, on lui envoyait les morceaux, il donnait son avis, il donnait un petit truc, mais on l'a fait Jacques et moi. Et
voilà, il y a un moment où ça a été très compliqué pour lui, pour Nicolas, donc de faire les allers-retours, ça devenait compliqué. Bon, le fait est qu'il a lâché à ce moment-là. On avait quelques dates qui arrivaient. Moi, j'ai fait un craquage parce que vraiment, ça faisait genre 5 ans que j'étais à Paris et que vraiment je ramais pour sauver Amadeus. Et puis finalement, ça marche pas, mais c'est pas grave, je remonte un projet, je remonte de zéro. Ça marche pas. Et puis là, bim, et donc là, je dis à Jacques, écoute, Jacques, voilà, le duo, c'est toi et moi, quoi, depuis le début. Donc, je sais que t'as pas envie, que t'es pas d'autres trucs, mais teste. Là, on a des dates, essayons, quoi. Et donc il me disait, mais je maîtrise que des machines, moi. Enfin, tu vois, je maîtrise que ça. On avise avec les machines. Je sais pas si je peux te laisser raconter l'anecdote de la soutane où je la raconte, mais il y a quelques temps avant ça, on avait proposé à Jacques de faire une émission de télé un peu effectivement ambiance RFM Partie 80, et il a longtemps hésité avant de l'accepter, et finalement il l'a accepté en disant ouais, mais à ce moment-là je vais y aller à fond dans le délire de goût de luxe de l'époque tel que je le voyais, etc. Et il s'est commandé une soutane pour l'occasion en disant je vais y aller à fond, c'est-à-dire l'émission a été annulée. Et Jacques s'est retrouvé avec cette soutane qui est magnifique, qui est une vraie soutane en plus. C'est pas un déguisement, hein, c'est une vraie soutane qui voilà. Et donc il a accepté de faire 2-3 dates avec moi, donc aux machines, pour remplacer Nico qui était batteur. Je n'ai pas précisé, qui gérait un peu les machines et la batterie. Et de faire ça, il dit bon ben voilà, en attendant qu'on trouve un autre batteur. Et donc il a dit j'ai la soutane, je vais mettre la soutane et ça ira. Et il a brodé par-dessus avec la cravache, le truc, etc., etc. C'est venu assez naturellement. Et on a fait cette première date au Gormens, donc. Et on a joué en 30 secondes. Je me suis tourné, je l'ai vu avec le smile jusque-là, et j'ai compris que ça marchait, et que le concept était là, quoi. Et à partir de là, ça s'est fait très naturellement, quoi. Le groupe était là, le truc était assumé, on avait un vrai projet, et à partir de là, voilà, on a continué dans ce sens-là.